contexte et accueillir mes premiers invités témoins pour la première table ronde. Donc, selon l'étude d'ESCO d'avril 2020, 62% des Français plébiscitaient le télétravail. Pour autant, en 2017, seulement 3% télétravaillaient au moins une journée par semaine. Sachez que durant le premier confinement, vous avez été 34% à télétravailler, mais seulement 16% des entreprises avaient formalisé une charte ou un accord d'entreprise. Donc, deuxième question sondage, Marc, s'il te plaît, c'est de savoir, est-ce que vous, qui nous regardez, avez mis en place ce télétravail ou pas encore? Donc, lors du deuxième confinement, fin octobre, les choses se sont accélérées, les injonctions d'avoir recours au télétravail se sont renforcées. Et enfin, 80% des salariés ont mis comme enjeu prioritaire le facteur humain en rapport au facteur économique et donc placent le bien-être au travail sur le premier rang de leurs préoccupations. J'accueille donc pour cette première séquence sur le volet technique, Alexis Baranovski, si tu veux bien prendre place à côté de moi. Et je vais également accueillir Florian Mazzoni, qui interviendra donc juste après ce témoignage. Je t'en prie. Prenez place. Donc, Alexis Baranovski, donc tu es gérant du concept store, le vestiaire d'Alex à Lunel. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton activité, décrire ton magasin? Oui, donc bonjour à tous. Voilà, je m'appelle Alexis Baranovski, je suis gérant du concept store Le Vestiaire d'Alex à Lunel. C'est un concept store qui a été monté avec des idées un petit peu différentes. On va à la fois proposer du prêt-à-porter homme-femme, mais aussi mettre en avant des artistes qui exposent. On va mettre en avant des marques locales. On va essayer de défendre le local à travers le magasin, d'avoir des grosses locomotives comme Boss, Tommy, etc. dans nos magasins pour faire venir du monde. Et derrière, défendre aussi des marques un petit peu plus indépendantes et locales. Très bien, je te remercie. Alors, comment avez-vous réagi au niveau de la boutique lors de la première fermeture? Puisque vous, c'est compliqué de télétravailler, j'imagine. La boutique physiquement n'était plus accessible. Comment avez-vous réagi sur la première puis la deuxième phase de confinement? Alors, sur le premier confinement, on a eu l'impression de prendre un coup derrière la tête. C'était impossible de travailler, clairement. Donc, on a plus cherché à travailler d'un point de vue gestion, d'un point de vue stock, etc., pour limiter un peu la casse. On a eu beaucoup d'appels auprès des banques, auprès des fournisseurs pour faire en sorte d'avoir le plus d'aide possible, clairement. Au niveau des fournisseurs, essayer de repousser un peu les échéances, repousser les livraisons. Clairement, ça a été... c'est vraiment ça, un coup derrière la tête, on ne pouvait pas avancer, on ne pouvait rien faire. Sur le deuxième confinement, on a réagi différemment. Clairement, on s'est rendu compte que pas mal de personnes travaillaient encore, que le télétravail était différent. Donc, dès le lendemain, on a travaillé sur une communication un peu plus audacieuse, en mettant une petite note d'humour. Et on a travaillé aussi sur le click and collect. Nous, on n'avait pas de site internet, mais à travers d'abord les réseaux sociaux. D'accord. Donc, les réseaux sociaux, vous y étiez présent avant cet épisode Covid. Et ça s'est précisé, vous avez travaillé vraiment dessus à partir du deuxième confinement, c'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, les réseaux sociaux, ça a toujours été une force pour le magasin. Parce qu'on arrive sur une ville où personne ne nous connaît. Et on avait un projet un peu différent avec le concept store. Voilà, dans le magasin, il y a un coin café, il y a une console de jeu. On était obligé d'aller dans cet élan plus moderne. Donc, les réseaux sociaux ont toujours été un appui. Quand le deuxième confinement est arrivé, par rapport au premier, comme certaines, on a eu cette notion en fait de citoyen sauveur. Donc du coup, c'était une obligation d'aller chercher cette brèche avec justement un appui des réseaux sociaux, alors que si on avait cherché à faire un site marchand, par exemple, ça aurait été plus compliqué financièrement. Donc on a saisi un peu les outils pour Alors justement, avec les moyens. Voilà. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous avez mis en place finalement avec peu de budget, rapidement,
le shop and collect? Alors, on avait besoin d'un téléphone, d'un peu d'imagination, de sourire. Et pour le coup, pour nous, ça a suffi. Il est certain que le chiffre d'affaires n'a pas été aussi important. Expliquez-nous le concept avant du shop and collect, puisque c'est vrai qu'on entend beaucoup parler du click and collect, Ouais. mais vous n'avez pas de site marchand, on est bien d'accord. Et pour autant, vous avez mis en place ce système très rapidement et qui donne des résultats. Alors, on a pu s'appuyer sur notre façon de travailler avec les shootings photos. Quand on travaille avec cette notion de click and collect, vous allez donc sur le site, etc. Nous, le shop and collect, c'est qu'on avait mis en avant le shooting photo avec différentes silhouettes que l'on présentait avec les références sur nos réseaux sociaux. Et ensuite, les personnes nous contactaient pour choisir les produits et elles venaient en vente à emporter. C'est-à-dire Donc, elles vous contactaient par téléphone. Par téléphone, par Internet, sur notre site Internet, site vitrine, et après par les réseaux sociaux. Ok. Et donc, comment a réagi finalement la clientèle, puisqu'ils ne vous attendaient pas à cet endroit-là? Comment vous avez fait connaître ce service? Est-ce que ça a été compliqué? Alors, compliqué, non. Ça a été une belle surprise parce que au départ, on a fait cette vidéo où je me mets un peu dans le rôle du discours de Monsieur Macron et on s'amuse un peu de la situation en expliquant qu'on va faire des actions pour être toujours disponible. On a fait environ 15-16 000 vues sur nos réseaux sociaux, ce qui est juste génial et inespéré. Et derrière, en fait, les clients nous ont de suite demandé quand est-ce que on pourra venir en magasin, etc. On a mis en place des créneaux horaires pour que personne ne se croise. Les clients, en fait, ne rentraient pas dans le magasin. On avait la caisse qui bloquait, mais voilà, on essayait d'être le plus actif possible. On a fait pas mal d'appels visio avec des clients. On a mis en place aussi un live qui a très bien fonctionné avec une petite note d'humour. Voilà. L'idée, c'était vraiment plus de se battre sans avoir cet esprit de révolte sur les réseaux, mais plus cette note d'humour en essayant voilà, d'avoir le smile. Et bon, on est tous face à la Covid. On a tous envie de se battre, mais derrière, il y a d'autres façons de faire. Je pense c'est avec un peu d'humour, de sourire. On peut toucher peut-être un peu plus de personnes que d'être continuellement dans l'envie de se battre physiquement et d'aller manifester, même si c'est aussi très très important. Et comment l'ont vécu vos salariés? Vous avez pu maintenir une forme de travail, de télétravail? Comment vous avez animé vos équipes? Alors c'est une excellente question, c'était le but aussi. Déjà quand on a fait la vidéo, j'ai demandé à mon adjointe de venir pour qu'elle participe. Quand on a racheté le magasin, Aurélie était en place depuis 18 ans dans l'ancien magasin, donc c'est une figure aussi du magasin. Et pour la clientèle, il y a vraiment un côté rassurant. Et après, derrière, ce que j'ai mis en place, c'est d'avoir une journée par semaine où ben voilà, les collègues viennent au magasin, on va ranger le magasin, on va essayer d'échanger avec les clients. Et j'avais l'impression qu'en faisant ça, ça allait sortir un peu de cet état végétatif qu'elles auraient pu avoir chez elles. Elles étaient ravies parce que elles avaient ce dynamisme et puis elles avaient aussi l'impression de participer à la sauvegarde du magasin. Ça crée des liens les uns avec les autres. Souvent, les filles me demandaient de venir en même temps parce qu'elles se manquaient, alors elles se sont plus écrites. Sur le premier confinement, il n'y avait pas beaucoup d'échanges avec les filles. Sur le deuxième confinement, il y a vraiment eu un élan beaucoup plus positif. Donc, faire participer les salariés à une action comme ça, qui plus est à l'échange du quotidien. Voilà, je pense Donc, à un véritable atout. elles ont participé aux vidéos, c'est ça, aux réponses en live. Qu'est-ce que vous leur avez donné confié comme mission, justement? Alors, déjà, dans ma façon de manager, j'ai une notion très, j'aime pas le terme, mais américaine, dans le sens où on essaie de donner du poids à tout le monde. Déjà, je suis le plus jeune des trois, et l'idée, c'était vraiment d'être tous sur un même pied d'égalité. Alors, à agir de cette façon-là, euh, c'était inconcevable de ne pas les mettre en avant. Donc, elles ont participé au live. On a Lisa qui a participé au shooting photo en tant que mannequin aussi, pour voir l'envers du décor. Ça a été des échanges en direct avec les clients, sous forme de visio. Ça a été des réponses. Et à chaque fois, on essaie de personnaliser les réponses pour que le client sache à qui il parle, juste pour qu'il
voilà, cette variation. Et derrière, les filles ont été ravies d'être Elles sont restées responsabilisées et elles sont restées motivées motivées. et Ouais. la cohésion d'équipe finalement s'est renforcée si je comprends bien. Ah oui, complètement. Alors qu'est-ce que vous allez garder, en tout cas qu'est-ce que vous avez envie de garder de cette expérience et de ces nouveautés liées finalement au rebond Covid, contraint et forcé au départ, et puis aujourd'hui qu'est-ce que vous avez envie de garder comme pratique dans votre activité? Alors, on va garder bien sûr les échanges sous forme de petites vidéos de temps en temps. On va garder ce côté shop and collect parce que du coup, ça nous a permis de mettre en place, alors qu'on n'avait pas fait la vente à distance, le magasin a aussi un rayon habillé où on fait la cérémonie et on a la chance de bien fonctionner avec de très bons avis. Donc, on a des mariés qui viennent un peu de partout sur le bassin méditerranéen. Là, on va pouvoir aussi travailler à distance de cette façon. Vous allez mettre en place un vrai site marchand. Comment vous voyez les choses pour l'avenir? Le site marchand, on est sur la réflexion. Il y a des outils aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui peuvent nous permettre de travailler sur ce côté marchand sans aller chercher un site marchand qui a un certain coût. C'est une réflexion à avoir. On va plus, je pense, travailler dans une notion de conseil à distance plutôt que de travailler sur un site marchand pur et dur. L'argent est le nerf de la guerre. On sait, bon, on a un peu peur encore de février, de certaines périodes. Donc voilà, on essaie juste de positiver, de s'adapter dans un premier temps avec les réseaux sociaux qui sont un outil quelque part gratuit. Tout à fait. Voilà, on peut aller chercher des community managers et on en a une qui nous suit sur tous nos projets. Mais voilà. Donc finalement, c'est garder ce canal supplémentaire tout en maintenant l'activité physique du magasin pour continuer à développer en fait davantage de connexion avec votre Ouais, clientèle. c'est exactement ça. Et puis, il faut se dire que des métiers comme les nôtres, on peut aller sur le réseau Internet et par les réseaux sociaux. Internet ne pourra jamais venir sur le terrain. Aujourd'hui, il y a une forme d'artisanat dans le sens noble de la chose pour des métiers comme le nôtre. Et il faut garder cette identité, il faut juste se réinventer, je pense, avec les outils qu'on a à moindre coût et à des coûts plus importants aussi. Merci pour ce témoignage et ce bel exemple de rebond. Je vais passer le micro à Florian Mazzoni. Merci Florian d'être avec nous. Première question, finalement, pour faire le lien, c'est quels outils pour quelles pratiques, selon toi? Ben, je crois qu'Alexis a bien résumé en fait. Il y a de nombreux outils à notre disposition. Il faut réfléchir sur quels sont les outils les plus adaptés à notre activité. Et en l'occurrence, on voit que dans un premier temps, vous avez commencé à utiliser certains outils. Ce qui est intéressant, c'est la transition digitale. Donc là, on a un bel exemple de transition digitale. Et puis, effectivement, au fur et à mesure, réfléchir. Alors, les réseaux sociaux, les médias sociaux, plus exactement, sont des outils que l'on peut utiliser, non pas uniquement pour faire de l'animation ou pour créer une communauté, mais aussi pour présenter des produits, pour présenter son activité. Ça s'appelle communément du social selling. Et je crois qu'avec Alexis, on en a un bel exemple. Alors, je suis commerçant traditionnel, j'ai une boutique, je souhaite vendre en ligne. Quelle serait la démarche pour toi? Beaucoup d'outils disponibles, réflexion, conseil, hein, je crois que c'est le mot que tu as utilisé tout à l'heure, réflexion et conseil. Assez rapidement, effectivement, on peut utiliser des structures, des plateformes. Hein, on voit effectivement que les réseaux sociaux proposent maintenant de créer des boutiques. On peut utiliser d'autres types de plateformes. Hein, certaines sont connues. La Chambre, notamment, en propose. Il y a d'autres solutions. Puis, effectivement, le site Internet, où maintenant, on peut avoir des sites Internet clés en main pour des sommes qui sont tout à fait accessibles. Tu peux nous donner un ordre d'idée? Parce que c'est vrai qu'on se fait toujours un monde oh, ça va me coûter cher, comment je vais m'y prendre pour faire ça, combien de temps ça va prendre, voilà, quel délai, quel coût? Ça dépend de la dimension. Sur une dimension accessible, on est sur des coûts qui sont autour de 3 500, 4 000 euros. Ça peut être fait très très rapidement, c'est-à-dire on peut compter 3 semaines à mois.
Oui, c'est très, très rapide. C'est très, très rapide. Ça va dépendre beaucoup de ce que la personne va faire, comment elle va intégrer, quelle motivation elle a. Et on est vraiment dans le cadre de la transition digitale. C'est-à-dire qu'il faut absolument que les entrepreneurs prennent le digital en main et intègrent ces outils comme véritablement des outils, De nouveaux moyens. de nouveaux moyens qui sont somme toute très accessibles. Très bien. Alors, on parlait de vente à distance, de nouveaux canaux, hein, de communication et de commerce. Concernant le digital, on a également un panel d'outils pour le télétravail. Pour ce travail collaboratif, est-ce que tu aurais quelques exemples d'outils accessibles à tout un chacun? Alors, effectivement, il y a des outils, notamment ce qu'on appelle des CRM, donc des gestionnaires de clients. On a des plateformes qui sont françaises. On a des plateformes qui sont très accessibles. Il y a des outils aussi pour faire du emailing, de la communication. Je vais pas, enfin, après, je pourrais citer des noms, mais il y en a beaucoup qui sont gratuits, en tout cas, sur une première étape. Donc, l'idée, c'est effectivement de tester ces outils, de voir la rentabilité, ce que ça nous rapporte. Et effectivement, si on voit que l'outil devient financièrement intéressant, eh bien, on va pouvoir monter en installation, avoir des outils. On peut mettre en place, alors CRM français, on a des outils même de visio français. J'allais y venir. Parce que là, effectivement, on reste dans le champ de la vente, hein, pour le CRM. Mais pour le travail collaboratif d'équipes qui sont en distanciel, c'est vrai que le premier écueil, ça a été comment on fait pour communiquer sur le même canal, comment on fait pour partager nos données. Voilà, ces questions-là. Comment on peut, quels outils les plus courants, on va dire, on peut les citer, je pense, si tu en cites plusieurs. Oui, Zoom, Teams, oui, on a tous ces outils à disposition. Après, c'est vrai que tu parlais d'échanger des données. Et là, effectivement, on a des plateformes. Alors, c'est pas du chauvinisme hein, quand je dis que ce sont des plateformes françaises. C'est tout simplement parce que en France, en Europe, on a le RGPD qui est le règlement de la protection des données. Donc, on est quand même beaucoup plus rassuré quand on sait où sont nos données et qui les transporte. On aura Rémi Dodini, justement, qui vient témoigner sur ce sujet et nous apporter voilà, un certain nombre d'éléments. Je regarde ma montre, on a encore le temps de quelques questions. Je vais aller voir également Laurent Ducassou qui va me remonter les questions du chat. Alors, autre question sur les outils. Comment on peut mesurer l'impact d'une communication renforcée sur les médias? Comment on peut contrôler ce que l'on met en œuvre? Ça, c'est intéressant parce que véritablement, je pense que c'est le nerf de la guerre. Ce sont de nouveaux outils. Ce sont des outils qui doivent nous permettre de calculer le ROI. Parce que Alexis disait tout à l'heure, effectivement, les réseaux sociaux, c'est gratuit, mais non, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Le temps que l'on va passer pour faire un post, si on pose la question, on va me dire ouais, 2-3 minutes. Non, pas 2-3 minutes. Si on se chronomètre, qu'on fait ça professionnellement, qu'on sélectionne la photo, etc., on va plutôt mettre une demi-heure que 2-3 minutes. Et ensuite, quel est le retour? C'est-à-dire, est-ce que des personnes sont revenues vers nous? Est-ce qu'on a eu des contacts qualifiés, etc. Donc, il y a effectivement, et dans ces outils-là, il y a un certain nombre d'indicateurs, hein, de statistiques. Hein. Je parle de Facebook, je parle de LinkedIn, je parle de Google Analytics. Tout ça, ce sont des outils. Et il faut être extrêmement vigilant au retour, aux indicateurs. Parce que le chef d'entreprise doit utiliser tous ces réseaux comme des outils et il ne doit pas y passer. Il ne faut pas que ce soit chronophage. Et on peut y passer toute sa journée. Sans indicateur, oui. Sans indicateur, oui. Très bien. Alors, je vais aller voir Laurent Ducassou pour avoir quelques questions du public à te poser, Florian et Alexis. Alors, première question, vous annoncez 3 500 à 4 000 euros pour la création d'un site. Qu'en est-il des sites réalisés avec des plateformes de type Jimdo à moins de 300 euros? Alors techniquement, question très précise. Très précis. Techniquement, effectivement, il y a
types de sites Internet. Il y a des sites que l'on fabrique entièrement et il y a des sites qui vont partir de ce qu'on appelle de gestionnaires de contenu. Donc, ce sont des open source. On vient d'en citer. Il y a WordPress, etc., etc. Donc, il y a des sites qui sont plus ou moins efficaces en fonction de notre activité. Ce type de site, en fait, on parlait d'indicateurs. Un site Internet, on ne regarde pas que le résultat. On regarde la performance. Donc, effectivement, il y a des outils plus ou moins performants. Aujourd'hui, on sait qu'un des outils les plus performants, c'est WordPress, pour le citer. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis la version 5, c'est-à-dire depuis la fin de l'année dernière, Google a installé dans WordPress ce qu'on appelle un éditeur qui va faciliter le transport des informations et surtout la compréhension d'informations de la part de Google. Ce qui signifie que les sites qui sont équipés avec cet outil-là sont censés avoir des résultats beaucoup plus efficaces. Donc, on ne va pas aller plus dans la technique. Mais on est d'accord que le nerf de la guerre, c'est le référencement finalement. Et donc, c'est Monsieur Google. 93% des utilisateurs utilisent Google comme moteur de recherche. Mais effectivement, le nerf de la guerre, c'est effectivement le référencement. C'est surtout les visiteurs, ce qu'on appelle le taux de conversion. Donc, combien vous avez de visiteurs qui viennent tous les jours sur votre site? Il faut le savoir tous les jours. Vous devez connaître le nombre de visiteurs, le nombre de personnes qui ont ce qu'on appelle converti, qui ont envoyé un mail, qui sont inscrits à la newsletter. Et à partir de là, on a ce qu'on appelle un taux de conversion. Donc, on sait si on est efficace ou pas. Très bien. Merci Florian pour cet éclairage. Donc, sur les questions du public, Laurent, est-ce que nous avons d'autres éléments? Oui, je vois qu'on me fait signe. Alors, deuxième question. Peut-on faire un site marchand avec WordPress? Oui, très facilement. Il y a une extension qui s'appelle WooCommerce qui est très très accessible et qui permet alors WordPress et WooCommerce. WordPress est un gestionnaire de contenu. WooCommerce est une extension. Ce sont des outils qui sont gratuits. Donc, on peut effectivement le faire. WordPress et WooCommerce, c'est gratuit. C'est gratuit, complètement gratuit. C'est ce qu'on appelle des open source. Donc, si on apprend à l'utiliser, on peut effectivement faire un site Internet. Et ensuite, effectivement, si jamais l'activité démarre et qu'on commence à avoir un retour sur investissement intéressant, parce que ça va demander quand même un petit peu de temps, ou alors on fait appel à un professionnel, mais ça risque de demander un petit peu de temps, bien à ce moment-là, on va pouvoir se développer, parce que ce sont des outils qui vont permettre de monter en compétences, enfin, surtout de monter en technicité, et qui vont pouvoir emmener l'entreprise assez loin. C'est assez étonnant comme outil. C'est très. Donc Alexis, peut-être une piste pour développer ce site marchand, pour démarrer. Est-ce que vous avez déjà fait votre étude de marché, justement, puisque c'est une réflexion que vous avez? Écoutez, en fait, on est en plein dedans. On a donc Sophie Gillard qui est à Tandem Caféine et qui est notre community manager, avec laquelle on est en pleine réflexion de se dire est-ce qu'on peut mettre en place cet outil, à quel prix, et comme l'a dit Florian, avec cette notion de référencement, les coûts à côté, etc. On y réfléchit, mais ça n'enlève en rien qu'on aura besoin d'utiliser l'outil d'une façon différente pour mettre en avant quand même l'esprit physique du magasin et pas ressembler à un site type Zalando, Saranza, etc. pour en citer deux. Peut-être faire un onglet conseil, se réadapter et avancer dans ce sens-là. Une cabine d'essayage virtuelle? Pourquoi pas. Je vous dis, on est en réflexion de beaucoup de choses. On attend les réponses. Vous me prenez un peu au dépourvu, on est en plein dedans là. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir un peu le cheminement par lequel vous passez. Alors, je vais prendre une troisième question du chat. Quid des réseaux sociaux d'entreprise pour plus de collaboration et d'interaction entre les équipes? Effectivement, comment fait-on pour choisir un outil qui permette de garder du lien, de garder de l'interactivité malgré la distance, malgré l'éloignement et physiquement, finalement, de ne pas se voir, de ne pas pouvoir aller chercher le classeur, partager autour d'un sujet?
J'aime beaucoup les questions parce qu'en plus, elles sont très techniques à chaque fois. Et pertinentes. Là, tout à fait. Ouais. Là, effectivement, alors, le réseau social professionnel, leader sur le marché, en tout cas en pleine progression, je crois qu'ils ont gagné 4 points entre 2019 et 2020, c'est LinkedIn. Et effectivement, c'est une solution. Non seulement c'est une solution pour communiquer, puisqu'il y a la possibilité la structuration ressemble de façon très proche à une entreprise, ce qui tombe plutôt pas mal, contrairement à des outils comme Facebook. Et en plus, il y a la possibilité de communiquer, de mettre en avant sa marque. Donc, c'est effectivement un outil qui est super intéressant. Donc, tu nous conseillerais LinkedIn en tant qu'outil collaboratif? Moi, je voyais ça plutôt… Moi, j'ai entendu réseau social professionnel. Oui, réseau social professionnel. Si c'est réseau social professionnel, ça permet notamment, moi je vois le cas sur des structures qui ont des personnes un petit peu partout sur la France, de pouvoir effectivement facilement communiquer les uns avec les autres. La messagerie peut être très très bien faite, on peut faire des petits groupes, etc. Donc communiquer très vite, passer un message, je pense que c'est un outil qui est très très intéressant. Rapide de prise en main et gratuit à nouveau, dans ses versions light. Très bien. Merci à tous les deux pour donc ces questions-réponses et puis pour votre témoignage. Est-ce que nous avons Monsieur Daudigny donc en visio distanciel? Bonjour Monsieur Daudigny, donc vous êtes délégué régional à l'Occitanie pour la sécurité numérique à l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Merci d'être présent ce matin avec nous. Donc, nous allons poursuivre sur ce volet technique avec l'angle sécurité et protection des données. Je souhaite donc avoir déjà votre avis sur les principales menaces finalement en matière de sécurité. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais ça reste parfois très abstrait. On se dit oui, mais quel danger? Oui, et puis il y a déjà merci de votre invitation. Je suis très très heureux d'être avec vous ce matin. Parler de cybersécurité dans la période actuelle, ça pourrait paraître un peu hors sol, un peu déconnecté de la réalité, à l'heure où beaucoup d'entreprises sont plus dans l'inquiétude de la possibilité de continuer leur activité plutôt que de penser à des sujets qui peuvent paraître secondaires. Et pourtant, la cybersécurité, c'est quelque chose de très important pour pouvoir préserver l'activité économique et dans cette période où on vient de le voir avec les précédents échanges, donc une période pendant laquelle les échanges électroniques sont très importants et sont même support de commerce. Donc, l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, a pour vocation de protéger des systèmes d'information de l'État et des opérateurs d'importance vitale, mais surtout d'accompagner le changement de notre société dans la transformation numérique et de donner confiance dans cette économie numérique. Alors, nos principales préoccupations aujourd'hui en termes de cybermenaces sont de 3 ordres. La préoccupation, je vais dire, historique de l'agence, c'est tout ce qui va être espionnage sous toutes ses formes, espionnage industriel, espionnage étatique et vol de propriété intellectuelle. La deuxième, qui concerne plus, en fait, beaucoup plus TPE, PME et le tissu économique local, territorial, c'est ce qui va être désigné par le terme de ransomware, de rançongiciel, c'est-à-dire des logiciels qui vont s'emparer de vos données, les crypter et puis vous demander en fait, exiger le paiement d'une rançon pour pouvoir vous donner un code pour déchiffrer vos données et récupérer l'ensemble de vos informations. Et puis il y a quelque chose qui est aussi très très important et qu'on voit fortement évoluer avec les services d'ordre type gendarmerie, police, c'est tout ce qu'on appelle les arnaques aux faux supports techniques, aux faux ordres de virement, les arnaques au président, dans lesquelles vous allez avoir des informations qui sont collectées justement sur les réseaux sociaux pour
comprendre un petit peu, enfin même beaucoup, comment fonctionne l'entreprise. On va aller s'intéresser à la structure de l'entreprise, de la société. Et puis au moment où le vendredi soir, on est à la veille de partir, enfin au moment de partir en week-end, on reçoit une facture ou une demande d'un sous-traitant ou d'un fournisseur qui vous dit, tiens, ben voilà, ça c'est mon nouveau RIB, est-ce que tu peux effectuer les versements de ce que tu me dois sur cette coordonnée bancaire. Et bien entendu, ce sont de faux mails, du phishing, des hameçonnages qui induisent en erreur la personne qui effectue le paiement et l'argent est parti et on a très très peu de temps pour réagir et pour porter plainte. Donc, contre ces menaces, et notamment celle des rançongiciels qui touchent petites, moyennes et grandes entreprises. Ça, c'est quelque chose aussi qui est un des facteurs pour lesquels nous sommes plus inquiets encore vis-à-vis de notre stabilité économique. Pour vous donner une idée, juste sur l'année 2019, l'agence a intervenu 54 fois en cyberpompier auprès de nos bénéficiaires. Et sur le premier semestre 2020, on est intervenu plus de 120 fois. Donc, un facteur x4 pour une expansion de cette menace qui est très, très, très importante. Et encore une fois, comme je disais, qui touche les petits et les grands commerçants parce que les cybercriminels arrivent à s'adapter en fait au profil de leurs victimes. Encore une fois, en prenant de l'information sur leurs victimes, en connaissant la taille de l'entreprise, sa solvabilité et beaucoup d'informations en fait, qui leur permettent de trouver des cibles. Et grâce à aussi une organisation cybercriminelle dans laquelle vous allez avoir des groupes cybercriminels technophiles, on va dire, qui mettent à disposition des plateformes dédiées à l'extorsion de fonds à des groupes cybercriminels qui, eux, ne sont pas particulièrement penchés sur ces aspects techniques, mais qui souhaitent tout simplement diversifier leur portefeuille de profit. Donc, je vous recommande très, très vivement la lecture du guide Attaque par rançongiciel, tous concernés. C'est un guide qui est très didactique, qui est très facile d'accès. L'agence a, comme je vous le disais, pour vocation d'accompagner les changements de la société du numérique pour les particuliers, pour les TPE, PME et puis pour les grands groupes et puis bien entendu pour les services de l'État. Et ce guide est particulièrement accessible, didactique, avec des exemples, notamment le responsable de la sécurité des systèmes d'information du CHU de Rouen, de M6 et de Fleury-Michon, qui racontent comment ça s'est passé et dans quelles conditions ils ont dû faire face et qu'est-ce qu'ils ont perdu pendant ces attaques-là. Des très bonnes recommandations. Et la recommandation numéro 1 étant d'avoir des systèmes de mise à jour et de sauvegarde automatique et surtout avoir des sauvegardes qui sont déconnectées du réseau puisqu'en fait les virus qui vont crypter vos données cherchent partout sur le réseau les informations, cherchent en premier les systèmes de backup pour les chiffrer, voire les détruire. Voilà. Donc, en cas de problème, cybermalveillance.gouv.fr, la plateforme d'assistance pour la prévention du risque numérique. Bien entendu, les services de l'État vous accompagnent, que ce soit police ou gendarmerie, et notamment grâce à la plateforme cybermalveillance.gouv.fr, vous serez mis en relation avec l'autorité judiciaire la plus proche de chez vous et qui est compétente dans votre domaine géographique. Et puis, surtout, le message, ne jamais payer une rançon. Ne jamais payer. D'une part, ça alimente le tissu criminel et en plus de ça, vous pourriez rentrer dans les quotas des bons payeurs, des rançonnés et être victime d'autres extorsions de fonds, puisque une recette, on ne change pas une recette qui gagne et lorsqu'un client paye, on y retourne. Voilà. Donc,
prenez ce guide et lisez-le à tête reposée avant qu'il soit trop tard. Ah, je ne vous entends pas. Première introduction sur le sujet, effectivement, on voit que ça touche petites et grandes entreprises et finalement, c'est une action que vous menez qui devient prioritaire puisque 4 fois plus de cas en à peine une petite année, c'est énorme. Une question du public, c'est effectivement, ce guide donne-t-il aussi la méthode à privilégier pour faire des mises à jour et des sauvegardes automatiques sécurisées pour une petite entreprise, par exemple? Non, il n'y a pas d'outils. On ne donne pas d'outils, on ne préconise pas d'outils. On explique le rythme des sauvegardes qu'il faut effectuer. Et puis, principe fondamental, bien entendu, avoir des systèmes, des sauvegardes à froid, c'est-à-dire qui sont déconnectés du réseau. Sur ces problèmes de cybersécurité, il est important de considérer qu'on a affaire à des systèmes, enfin à une menace équivalente à l'incendie, au risque incendie. Et pour lutter contre l'incendie, on ne fait pas ça tout seul. Et quand on veut équiper son entreprise en solution d'incendie, on a recours à des prestataires et notamment sur la région, le portail cyberrock.com, qui est le portail de la cybersécurité en Occitanie, qui est porté par le conseil régional, donne énormément d'informations, donne accès à des diagnostics, à des autodiagnostics, et vous pouvez avoir accès à une aide gratuite de prestataires en sécurité qui vous aide à faire ce diagnostic-là. Donc, cyberrock.com, un très bon début pour prendre en main sa propre sécurité. Je vous entends toujours pas. www.cyberok.com où vous retrouverez ces prestataires en accessibilité. Alors, autre question, toujours autour de cette thématique de la sécurité, c'est vrai que le télétravail a augmenté l'échange de données, déjà à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur. Échange de données parfois confidentielles qui finalement sortent plus ou moins de l'entreprise. Comment maîtriser cet aspect-là? Quelles sont les bonnes pratiques? Est-ce que j'ai le droit de collecter des données? Est-ce que j'ai le droit de les diffuser, de les conserver? Et les questions effectivement là de la RGPD, mais pas que. Quel est votre avis là-dessus? Alors, mon avis déjà, c'est qu'il faut être conscient des risques que l'on prend et de son exposition aux risques. Donc déjà, savoir que ça existe, c'est une première étape indispensable. Et puis après, savoir que quand on expose des informations sur Internet, déjà, Internet n'oublie jamais rien. Internet, c'est pas du tout un espace sécurité. C'est un espace dangereux où on a une activité cybercriminelle très forte et qui est de plus en plus active parce que le ratio investissement, risque et gain, il est plutôt favorable malheureusement à la partie attaquante. Donc, savoir déjà être conscient de son exposition et puis être conscient aussi de son patrimoine informationnel, c'est-à-dire de l'intérêt de l'entreprise. Ça, c'est très important. Pour bien se protéger, je vous donne un exemple. Une société de taille intermédiaire en Aveyron qui a pris, il y a quelques semaines de cela, un rançongiciel sur son système d'information. Et en fait, elle a été bloquée par ce rançongiciel, non pas par du fait que les machines, outils qui étaient utilisés pour la pratique de leur activité industrielle
ont été bloqués parce que finalement, ça s'est résolu assez vite. Ils ont très, très vite reconstruit un réseau pour pouvoir reprendre la main sur ces machines-là. Par contre, il y a quelque chose de très important qu'ils avaient perdu, c'était leur comptabilité. Et la comptabilité, elle était sauvée sur un NAS, donc un disque dur partagé sur le réseau, et elle n'avait pas été sauvegardée à froid, c'est-à-dire elle était sur le réseau, et donc le rançongiciel a attaqué également cette partie-là. Mais ça a été la plus grosse perte de l'entreprise. Donc perdre toute sa comptabilité sur plusieurs années, et au moment où ils étaient en train de produire leur bilan, ça a été le point noir de leur activité. Donc, être conscient de la valeur des informations qui sont manipulées par l'entreprise. Et puis, pour aller à l'essentiel, je vous conseille encore une fois la lecture d'un guide qui a été édité par la Confédération des petites et moyennes entreprises, donc la CPME, en association avec l'agence, avec l'ANSSI, qui donne 12 règles simples qui sont applicables aussi bien dans votre vie professionnelle que dans votre vie privée. Et je les passe très très rapidement en morceaux choisis, mais choisir des mots de passe forts, ça on le voit bien, ça a été c'est en général une des vulnérabilités principales des systèmes, surtout les systèmes accessibles à distance avec le télétravail. Avoir des comptes qui sont accessibles avec des mots de passe qui sont le nom de votre chien ou une date d'anniversaire, c'est malheureusement encore très très souvent le cas. Avoir des logiciels à jour, et j'entendais tout à l'heure parler de WordPress. WordPress, comme toutes les solutions logicielles, a connu des hauts et des bas récemment, parce que très sollicité et très ciblé par l'activité justement cybercriminelle. Je vous parlais tout à l'heure, bien entendu, des mises à jour. Et puis, je terminerai par le dernier point, prendre soin des informations qu'on laisse sur Internet, comme je vous expliquais, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur tous ces sites d'information sont malheureusement des sources très intéressantes pour les hackers, pour pouvoir, pas les hackers, les cybercriminels, pour pouvoir trouver des informations sur vos pratiques et votre usage. Quelque chose aussi qui a été particulièrement nocif pendant le confinement, c'est l'isolement des collaborateurs. On en a entendu parler tout à l'heure. Les gens avaient besoin d'être entre eux et de se voir. Et finalement, quand vous êtes un télétravailleur à votre domicile, ça fait plusieurs semaines que vous êtes dans cette situation-là, votre entreprise vous a confié un matériel informatique et puis il y a quelque chose d'un peu bizarre qui se passe. Vous avez cliqué sur un lien malheureux qui était un lien malveillant. Il est difficile de réagir vite et du fait de l'isolement, les gens n'ont pas forcément le réflexe d'appeler la personne qui s'occupe de la sécurité quand il y en a une. Voilà. Donc ça aussi, ça a été un des vecteurs favorisants pour les attaquants, pour toute la partie cybercriminelle. Après, vous me posez la question sur les données personnelles. Qu'est-ce qu'on peut garder, qu'est-ce qu'on ne peut pas garder? Ça, c'est le travail de la CNIL. L'ANSSI, elle est là plus pour la partie sécurité des réseaux, pas donc en gros la sécurité des tuyaux qui véhiculent les informations et pas ce qui passe dans les tuyaux. Néanmoins, il y a pareil des très très bons guides de la CNIL qui sont là pour vous aiguiller, avec pour passer à l'action, comme le dit la CNIL, les 4 premières étapes qui sont constituer un registre des traitements de données, c'est-à-dire savoir exactement quel traitement automatisé vous faites sur les données personnelles, faire le tri des données aussi pour pouvoir les séparer et bien les identifier, respecter les droits des personnes, c'est-à-dire le droit à la modification et à l'accès des informations, et puis l'aspect qui me concerne le plus, la sécurisation des données. Le RGPD est
un des vecteurs de promotion de la sécurité des systèmes d'information. Et sur cette partie sécurisation des données, encore une fois, je vais vous parler d'un guide qui est le guide de la sécurité des données personnelles, qui en 17 fiches, vraiment très très bien faites, vous explique ce qui doit être fait sur un système d'information de traitement de données, pas forcément traitement automatique, hein, un fichier Excel avec des données personnelles rentre tout à fait dans le périmètre de ces informations. Et ça, c'est le minimum de ce que vous devez faire quand vous manipulez des données personnelles. Et si jamais il y a un problème et que ces activités n'ont pas été menées à bien, ou qu'en tous les cas, il n'y a pas la possibilité pour la personne qui a manipulé ces données de prouver qu'il y a eu des mesures adéquates qui ont été déployées, c'est là qu'on va commencer à avoir des problèmes avec la CNIL. Donc, encore une fois, alors tout n'est toujours pas applicable hein, en fonction de la taille de l'entreprise. Je pense gérer la sous-traitance, il n'y a pas forcément tout le temps le cas qui se présente. Sécuriser les sites web, on en a parlé tout à l'heure, tout le monde n'a pas un site web. En tous les cas, ce guide dresse une liste exhaustive des informations et des sujets qu'il faut avoir traités dans le cas donc, de la RGPD. Et puis, en télétravail, les conseils peut-être une question, oui. Un petit instant, j'avais une question Oui. de Florian Mazzoni qui souhaitait réagir par rapport à la RGPD, si vous voulez bien. Alors, juste deux petites choses et puis une question là. Effectivement, sur le RGPD, c'est un gros avantage pour les entreprises. Certaines au début ont eu un petit peu peur de la mise en place, mais en fait, on se rend compte que c'est très très simple. Il y a quelques notions effectivement simples et notamment stocker des mots de passe cryptés. Alors il y a des outils toujours gratuits hein, et ça faites-le parce qu'en même temps vous allez vous enlever une épine du pied, c'est-à-dire que se souvenir de tous les mots de passe que l'on a sur tous les outils digitaux, à un moment donné, ça devient infernal. Donc, il y a effectivement des outils. Et sur la CNIL, il y a aussi, alors ça s'écrit MOOC, M-O-O-C, MOOC CNIL. C'est un petit, enfin, c'est pas un examen, c'est une formation que propose la CNIL, c'est gratuit. Et c'est en 4 étapes, il y en a pour 4 heures à peu près. Et c'est super intéressant. Et à la fin, vous pouvez repartir avec une attestation de la CNIL, comme quoi vous avez suivi cette formation. Et au niveau culturel, c'est très intéressant. Et par contre, j'ai une question. Là, tout à l'heure, vous parliez d'obligation de résultat et d'obligation de moyens. Est-ce que le RGPD, la notion d'obligation de résultat est importante ou est-ce que c'est l'obligation de moyens, c'est-à-dire mettre en place, en tout cas essayer de se protéger au mieux? C'est cette partie-là, en fait. C'est la partie obligation de moyens. Quelqu'un qui n'a pas mis en œuvre les mesures de précaution est responsable. L'obligation de résultat, elle est illusoire dans la mesure où le risque zéro n'existe pas. Et si tous les moyens ont été déployés, mais que malgré ça, il y a quand même eu une divulgation, la sentence n'est pas la même. Voilà. Donc, c'est une obligation de moyens. J'en profite pour la gestionnaire de KeePass, de clés, pour donc vous parler de KeePass, K-E-E-P-A-S-S, qui est un gestionnaire de trousseaux, hein, de trousseaux de mots de passe, qui a été certifié par l'ANSSI. Donc, c'est un produit dans lequel on a confiance, qui est gratuit et qui non seulement gère vos mots de passe, les chiffres, mais peut vous proposer des mots de passe forts, la génération de mots de passe forts. Et aujourd'hui, vous avez strictement plus du tout à vous soucier de trouver des mots de passe et de les créer vous-même. Le logiciel s'en charge et remplit même les champs
login, mot de passe, Internet automatiquement si vous le souhaitez. J'en profite encore pour faire une petite aparté sur les produits qui ont obtenu des visas de sécurité de l'ANSSI, qui sont en fait des produits que l'on a secoués très fort pour voir s'ils étaient vraiment résistants sur l'aspect cybersécurité, pour faire de la publicité pour Tixeo, qui est une solution de visioconférence qui, en plus de ça, est de votre département, voilà, qui est sur Montpellier et qui est une très bonne alternative à des solutions étrangères de visioconférence. En tous les cas, quand on a besoin d'avoir quand on a des besoins en confidentialité sur les informations qui sont échangées. Voilà.